Bonjour tout le monde. Alors, nous allons vous présenter notre service, le service d'accompagnement spécialisé handicap rare, Maine-et-Loire et Vendée, porté par APF France Handicap. Alors, je vais prendre l'autre diapo. Ok. Non. Petit réglage technique. Donc, le SASHR, service d'accompagnement spécialisé handicap rare Maine-et-Loire-Vendée, il a été créé en 2017 dans le cadre du deuxième schéma national handicap rare, pour accompagner des personnes en situation complexe de handicap rare sur notification des MDA ou MDPH. Donc, nous accompagnons 6 à 7 personnes en théorie domiciliées en Maine-et-Loire et 4 à 5 personnes domiciliées en Vendée, un peu plus actuellement sur les deux départements. Nous travaillons donc sur notification de la MDA pour le 49, de la MDPH pour le 85, et on est notifié en général pour une année qu'on peut renouveler une fois. On peut peut-être préciser au niveau de l'intervention Maine-et-Loire et Vendée, c'est qu'en fait, euh, on a des locaux qui sont basés à Saint-Barthélemy d'Anjou, donc juste à côté d'Angers. Et puis, on a aussi voilà, un autre lieu d'embauche qui est à Cholet, ce qui permet justement d'aller rapidement en Vendée. Et puis, sur le service, on accompagne un public assez large au niveau des âges, mais avec une priorité sur le créneau 16-25 ans, alors qui n'est pas un critère impératif, mais qui est un âge à risque de rupture plus important. Mais voilà, dans les faits, on accompagne autant des enfants, des jeunes adultes que des adultes un peu plus âgés. Ouais. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que depuis qu'on intervient, ça fait donc à peu près 7 ans, on a pu accompagner des enfants de 3 ans et je pense jusqu'à des personnes qui avaient autour de 50 ans, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Alors donc, du coup, le handicap rare, donc selon la définition du groupement national, voilà, c'est la rareté des publics. Ce qu'on comprend par rareté des publics, c'est moins d'un cas pour 10 000 personnes. Rareté des combinaisons de déficiences, donc ça veut dire plusieurs handicaps associés. Voilà, par exemple, on a pu accompagner dernièrement un jeune adulte aveugle et avec une absence de sensibilité au niveau des extrémités, euh, voilà, qui a pu passer le bac et après on l'a accompagné vers la mise en place d'un cursus universitaire. Voilà. Et donc la rareté et complexité des technicités d'accompagnement. Donc on est une équipe de 5 personnes. Notre responsable de service, Amandine Caillot, qui est infirmière de formation. On est 2 éducateurs spécialisés, donc moi à 80% et Mathieu à mi-temps. Voilà. Vous êtes sectorisé aussi, on peut dire, Tout à peut-être fait. sur. Il y a un éducateur plutôt basé sur le Maine-et-Loire et puis un autre qui rayonne plutôt en Vendée et sur Choletais. Une collègue assistante sociale qui est là une journée par semaine. Et puis moi-même en tant que psychologue, 2 jours semaine. Et au niveau donc du pôle APS France Handicap, on a comme ressource des ergothérapeutes psychomotriciennes qu'on peut solliciter, voilà, en cas de besoin. La vie nature. Donc, au niveau de notre projet de service, nos missions et nos objectifs, alors un premier point, c'est donc favoriser la participation sociale. On est vraiment dans la parce que c'est vrai que ce qu'on repère quand même, c'est que par rapport aux personnes et notamment aux adultes qu'on accompagne, c'est qu'il peut y avoir à certains moments de l'isolement et on va dire beaucoup de temps passé en famille avec une forte demande voilà, d'être en lien avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que on utilise vraiment le réseau voilà, qui est en place sur le territoire et on les accompagne vers, voilà, vers des recherches d'activités. Enfin, on part de leurs demandes. Donc, moi, je pense à des situations avec une personne qui souhaitait faire de la chorale. Donc, voilà, à côté de son domicile, on a pu rechercher, voilà, justement, une chorale et elle y va tous les lundis soirs maintenant. Voilà, et elle est accompagnée par des personnes qui ne sont pas porteuses d'handicap.
Voilà, la personne dont on parlait, l'étudiant qui souhaitait faire du sport. Donc pareil, on a mis ça en place au niveau de l'université parce qu'il ne souhaitait pas qu'être étudiant, mais il souhaitait aussi rencontrer d'autres personnes sur voilà, sur le site de l'université. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le lien social. Une autre mission, identifier les compétences et les fragilités individuelles et environnementales. Alors en fait, notamment en début d'accompagnement, on s'attache à créer un lien étroit avec la personne accompagnée, mais aussi sa famille, pour être à l'écoute du vécu du handicap et de ses répercussions, et être au plus proche des besoins et des demandes pour construire ensemble le projet d'accompagnement. Et puis, on prend en compte l'environnement au sens large, c'est-à-dire, ça peut aussi être les parents, les grands-parents, en fonction, voilà, du vécu de la personne, de son domicile et puis de l'implication de son entourage. Une autre mission, identifier et anticiper les risques de rupture de l'accompagnement et des soins, avec principalement 2 facteurs de risque qu'on identifie dans le cadre du handicap rare, avec des syndromes très spécifiques, souvent à composante psychiatrique. Ben voilà, on va accompagner des personnes pour qui voilà, on va être dans la construction d'un sur-mesure, euh, parce que ben, les solutions existantes ne sont pas forcément les plus adaptées. Ça nous amène à réfléchir et envisager des pistes d'accompagnement un peu alternatives ou étayer les dispositifs existants dans la compréhension du handicap ou la mise en place de moyens favorisant un accompagnement plus spécifique. Un autre facteur de risque, c'est aussi l'âge, parce que, alors, on a tous les âges, mais il y a des âges qui sont un peu plus à risque de parcours, comme de rupture de parcours, hein, comme on le disait dans l'introduction, et notamment les âges qui concernent la transition entre l'âge enfance et l'âge adulte. Donc, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que notre travail, c'est vraiment de coordonner et d'entretenir les relations professionnelles. Et on est vraiment dans une construction d'un réseau de partenariat permanent parce que, comme vous l'aurez compris, euh, on accompagne à peu près 14 situations avec des handicaps rares vraiment très différents sur des secteurs géographiques très différents. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a une nouvelle situation qui arrive au SASHR, forcément, on est obligé voilà, de rechercher de nouveaux partenaires. Et voilà, ça, c'est une grande partie de nos missions. Voilà, et s'ajuster à chaque fois, ça veut dire que forcément, c'est aussi des situations qui évoluent avec des handicaps qui évoluent à certains moments. Donc, ça veut dire que voilà, sur notre période d'intervention, on peut à un moment donné faire appel tout à coup à des nouveaux partenaires, même si on ne l'avait pas du tout anticipé. J'ai en tête une situation voilà, d'un petit garçon qui est scolarisé en collège, qui est en accueil temporaire, également dans un IME et qui a eu un problème de santé récent. Et ça veut dire que là, voilà, sans la mise en place de soins réguliers dans la journée, il ne pourrait pas réintégrer et le collège et l'accueil temporaire. Donc là, ça nous a demandé en l'espace d'une semaine de vraiment trouver des partenaires, de faire du réseau, de programmer des visios pour que chacun puisse se coordonner et que les parents puissent retourner notamment au travail et que ce petit garçon puisse aussi retrouver voilà, ses amis et retrouver une vie sociale ordinaire, quoi. Voilà, donc ça nous demande quand même pas mal de réactivité. Voilà, ça c'est clair, quoi. On n'est pas dans de l'urgence au SASHR, mais à certains moments, il y a cette notion-là quand on a envie de débloquer des situations assez rapidement, quoi. Donc, ce qu'on peut dire aussi, voilà, quand on parle du réseau et des partenaires, c'est qu'au niveau du SASHR, ce qu'on a dit, on est notifié pour une, voire deux, parfois un peu plus, les personnes accompagnées, c'est qu'on a vraiment trouvé une orientation adaptée et un relais solide quoi, au niveau des partenaires. Ouais. Voilà, c'est une petite vignette prise en compte voilà, de l'environnement familial et social. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que notre interlocuteur privilégié, c'est vraiment la famille et la personne accompagnée. Ça compte énormément pour nous parce que quand on démarre notre accompagnement au niveau du SASHR, on prend vraiment le temps de la rencontre et de connaître les besoins, les demandes, les attentes de la famille et d'aller aussi à leur rythme. Voilà. D'être dans une mission aussi de soutien aux aidants à ce niveau-là et
pouvoir proposer voilà, un soutien dans un contexte qui est souvent facteur d'épuisement aussi pour l'entourage et apporter toute forme de répit, que ce soit dans la recherche d'accueil, de loisirs ou même de soutien administratif, notamment en lien avec les dossiers MDA. Et du coup, quand on a préparé voilà, ce petit temps avec Christine, elle nous demandait de réfléchir à donc une situation pépite du SACHR. Voilà. Donc, on a pensé à une situation qu'on accompagne depuis maintenant 2 années et où on, on est là sur une orientation qui correspond aujourd'hui aux besoins et aux attentes de la personne. Je vais vous présenter rapidement David, qui a aujourd'hui 33 ans, qui présente une hémiplégie gauche et une épilepsie pharmacorésistante suite à un ou des AVC survenus aux alentours de l'âge de 7 ans, en lien avec une mutation génétique. Le diagnostic il avait été posé quelques mois après une chute sans conséquence immédiate, mais avec installation progressive par la suite de mouvements anormaux du bras gauche et des difficultés de caractère. Aujourd'hui, le tableau, c'est épilepsie partielle pharmacorésistante, se traduisant par une absence parfois accompagnée de tremblements de l'hémicorps gauche et dyspnée. Mais David, pendant ces moments-là, reste conscient. Son parcours, donc une scolarité ordinaire jusqu'à ce diagnostic, ensuite un IEM, puis une plateforme CESAT Pro APF, et l'intervention d'un SAMSA à domicile, et puis une orientation masse avec des questionnements autour de son orientation par rapport à ses capacités de vie en autonomie fluctuantes en fonction des périodes de crise d'épilepsie et les difficultés relationnelles aussi qu'il peut présenter en lien avec ses troubles du comportement. L'orientation masse est donc définie dans ce contexte-là, mais on se confronte à des difficultés de trouver des places en masse et donc à une rupture de parcours pour David. Des accueils temporaires sont mis en place dans différentes masses, mais la situation reste très conflictuelle au domicile familial, avec un risque de violence même au domicile, dû à un insupportable à vivre ensemble en fait. Et donc dans ce contexte-là, le SACHR est notifié en 2021. Voilà. Donc, quand on démarre l'accompagnement, au niveau du contrat d'accompagnement, ce qui est vraiment demandé, la demande de la famille et de cette personne, c'est de trouver une place en structure et, qui soit accueilli presque 365 jours par an en structure. Donc, dans un premier temps, voilà, il y avait déjà pas mal d'accueils temporaires qui avaient été mis en place. Donc, avec un grand soutien d'un certain nombre de masses, même en dehors du département. Mais c'était encore pas suffisant. Donc, il nous a fallu rechercher, enfin vraiment explorer et rechercher d'autres structures. Voilà, l'idée, c'était le moins possible de retour en famille. Ce qu'on constate au bout d'un moment, c'est que voilà, c'est que David, quand il est en accueil temporaire, il s'isole vraiment dans sa chambre. Il n'est pas du tout en lien avec les résidents, ni et très peu avec les professionnels et avec des troubles du comportement qui sont observés. Donc, si dans un premier temps, David nous dit, moi, j'aimerais vivre dans tel ou tel établissement, voilà, c'est ça mon choix. Finalement, au fur et à mesure voilà, des semaines et des mois, ça fait question pour nous. Et là où au départ, on nous disait qu'il n'était pas du tout autonome, finalement, lors des rencontres avec les différents professionnels, on observe qu'il est peut-être plus autonome que ce qu'on pense. Et puis au bout d'un certain temps, finalement, ce qui vient nous nommer, c'est son souhait enfin, le collectif, c'est compliqué pour lui. Être en structure, finalement, il vient questionner ce projet-là. Et il finit par nous dire, ben moi, j'aimerais avoir mon logement autonome. Donc, dans un premier temps, en effet, il y a la question de l'épilepsie. Voilà, l'autonomie relative, et qui sont rencontrés, et vu ce qu'il vient de nous nommer, on se dit, bah, peut-être qu'il faut entendre aussi sa demande, avec des parents qui sont plutôt réticents. Donc, on accompagne les parents et David à une consultation au CHU et avec le médecin, voilà, qui prend en charge David depuis un certain temps, qui nous dit, voilà, moi, ce projet de logement autonome, pourquoi pas? Donc là, on se met en recherche de dispositifs pour pouvoir évaluer sa capacité ou pas à vivre en logement autonome, mais de façon sécurisée et sécurisante pour lui. Donc ça nous prendra quand même quelques mois.
Du coup, on trouve deux dispositifs adaptés en Maine-et-Loire. Donc un qui propose l'accueil temporaire du lundi au vendredi. C'est de l'accompagnement à la vie inclusive. Voilà, avec on va dire trois personnes accueillies en logement et deux éducateurs présents. Voilà, de 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir et un veilleur de nuit. Et puis, on trouve un autre dispositif avec des accueils à peu près de 3 à 4 semaines, voilà, sur un logement passerelle rattaché à une. Et au fur et à mesure, en fait, ce qu'on constate, c'est que bah, il est vraiment beaucoup plus autonome que ce qu'on pense. Au niveau de l'épilepsie, il y a moins de crises d'épilepsie. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'y retrouve vraiment dans ce projet-là et que concrètement, il n'est plus du tout question de structure pour lui, mais bien d'un logement. Donc, euh, donc là, après, en gros, 6-7 mois d'observation et de lien avec les partenaires, vraiment d'un étayage et d'un travail en étroite collaboration, hein, ça c'est clair. On se dit, bah, maintenant, il faut qu'on recherche un dispositif pérenne parce que c'est que de l'accueil temporaire et ça ne pourra pas s'inscrire dans la durée. Donc, du coup, là, pareil, on se remet avec la MDA aussi hein, en quête, voilà, en recherche de dispositifs. Et là, c'est pour ça qu'on présente cette situation, parce qu'il vient d'intégrer un logement, voilà, sur un projet d'habitat accompagné qui est porté par un bailleur social et par une association, avec une équipe hein, sur place. Donc, c'est 5 logements et avec voilà, des aidants qui sont là de 7 heures le matin jusqu'à 21h30 le soir. C'est pas tout simple parce qu'il y a ces troubles du comportement et puis voilà, c'est aussi quitter des personnes, des professionnels pour s'installer dans un autre lieu, mais concrètement, voilà, ça répond complètement à sa demande et à ses envies. Et avec, je trouve aussi des parents qui au départ étaient assez frileux, mais qui ont vraiment accompagné ce projet-là en installant leur fille dans cet appartement. Et c'est vrai que quand on va chez lui, on sent que bah, qu'il y est bien et que ce logement est très investi. Voilà la petite situation pépite. Bah oui.